Nous abordons maintenant plusieurs principes classiques de calcul de primes, en commençant par le plus simple, le principe de l'espérance mathématique. L'idée consiste à partir de la prime pure, c'est-à-dire du coût moyen attendu des sinistres, puis à lui appliquer un pourcentage de chargement positif. Ce chargement doit couvrir la variabilité des résultats, la rémunération du capital immobilisé et, plus généralement, la marge de sécurité de l'assureur. L'intérêt principal de ce principe est sa grande simplicité. Pour le mettre en œuvre, il suffit d'estimer l'espérance du sinistre et de choisir un taux de chargement, noté ici β. Il est donc facile à calculer, à expliquer et à appliquer à un portefeuille comportant de nombreux contrats. Sa faiblesse est tout aussi nette, deux risques ayant la même espérance reçoivent la même prime, même si leurs distributions sont très différentes. Un risque presque certain et un risque rare mais potentiellement catastrophique seront ainsi tarifés de la même manière dès lors que leur coût moyen est identique. Le principe ne tient compte ni de la variance, ni de la symétrie, ni de l'épaisseur de la queue de distribution. Le choix du taux de chargement devient donc essentiel. Un taux trop faible expose l'assureur à une probabilité importante de résultats déficitaires. Un taux trop élevé rend le contrat peu compétitif. La théorie des grandes déviations fournit un moyen de relier ce choix à un objectif probabiliste. Fixer le chargement de façon que la probabilité d'une perte globale sur un portefeuille soit inférieure à un niveau jugé acceptable. C'est précisément le rôle du lemme de Chernoff présenté sur le slide suivant. Le lemme de Chernoff permet de quantifier la probabilité qu'un portefeuille devienne déficitaire malgré le chargement appliqué. On considère un grand nombre de risques indépendants et de même loi. Pour chaque contrat, on compare le montant du sinistre à la prime encaissée. La somme de ces écarts représente la perte technique totale. Lorsqu'elle est positive, les sinistres dépassent les primes et l'exercice est déficitaire. Le résultat affiché montre que cette probabilité peut être majorée par une quantité qui décroît de façon exponentielle avec le nombre de contrats. Autrement dit, lorsque le portefeuille grandit, le risque de déficit diminue très rapidement, à condition que le chargement soit strictement positif et que la distribution du sinistre possède suffisamment de moments exponentiels. Le coefficient noté ρ résume cette vitesse de décroissance. Il dépend à la fois de la loi du sinistre et du taux de chargement β. Plus β est élevé, plus ρ est faible, et plus la probabilité de déficit décroît rapidement. L'assureur peut donc partir d'un niveau de sécurité cible, par exemple une probabilité maximale de perte, puis déterminer approximativement le chargement nécessaire pour respecter cette contrainte. Le résultat est asymptotique, il devient particulièrement pertinent pour les grands portefeuilles homogènes. Il ne remplace pas une analyse complète des risques de dépendance ou des sinistres extrêmes, mais il donne une justification probabiliste au choix du chargement. L'exemple exponentiel montre enfin que, pour une loi simple, la relation entre le chargement et la vitesse de décroissance peut être calculée explicitement. Examinons les propriétés de ce principe. Il garantit d'abord un chargement positif. Avec un taux β positif, la prime est supérieure à la prime pure. Il est également objectif car il ne dépend que de la loi du risque et non de la manière dont celui-ci est représenté. Son caractère linéaire explique plusieurs propriétés favorables. La prime d'une somme est égale à la somme des primes, quelle que soit la dépendance entre les risques. Elle est donc sous-additive, mais sans faire apparaître de véritables bénéfices de diversification. Agréger des risques ne réduit pas le montant total demandé. Le principe est aussi homogène. Si l'exposition est multipliée par un facteur, la prime est multipliée par le même facteur. Il respecte la monotonie et les deux ordres stochastiques étudiés précédemment. Un risque systématiquement ou stochastiquement plus élevé reçoit une prime plus élevée. En revanche, il échoue sur plusieurs propriétés de rationalité. Pour un sinistre certain, il facture le montant certain augmenté du chargement. Il applique donc une marge à un risque qui ne comporte aucune incertitude, ce qui viole l'absence de chargement injustifié. De même, la prime peut dépasser la perte maximale possible, notamment lorsque le risque est peu dispersé et que β est élevé. La propriété de translation n'est pas satisfaite. L'ajout d'un montant certain
entraîne aussi un chargement supplémentaire, alors qu'on pourrait souhaiter que ce montant soit ajouté euro pour euro. Enfin, le principe n'est pas itératif, sauf en l'absence de chargement. En revanche, sa dépendance uniquement à l'espérance lui confère une bonne stabilité par mélange et une continuité convenable sous des conditions d'intégrabilité. Ce bilan illustre une idée importante. La simplicité opérationnelle se paie par une représentation très sommaire du risque. Le principe de la variance cherche à corriger la faiblesse précédente. La prime est maintenant composée de deux éléments, le coût moyen attendu du sinistre et un chargement proportionnel à sa variance. Deux risques de même espérance peuvent donc recevoir des primes différentes si l'un d'eux présente des fluctuations plus importantes. La variance mesure la dispersion quadratique autour de la moyenne. Elle accorde un poids particulièrement élevé aux observations éloignées de cette moyenne. Le principe semble donc naturel pour un assureur qui souhaite demander une marge plus importante lorsque les résultats sont instables. Il est également facile à calculer dès que les deux premiers moments de la distribution sont connus. Il faut cependant interpréter cette mesure avec prudence. La variance traite symétriquement les écarts positifs et négatifs. Or, pour une variable représentant un montant de sinistre, un écart au-dessus de la moyenne est défavorable à l'assureur, tandis qu'un écart au-dessous de la moyenne lui est favorable. Le principe considère pourtant ces deux situations de la même manière dans le calcul du chargement. Il pénalise donc aussi les réalisations anormalement faibles. Cette symétrie peut conduire à des chargements excessifs, surtout lorsque la dispersion est forte. Elle est adaptée à une vision globale de la volatilité, mais moins à une analyse spécifiquement centrée sur les pertes élevées. De plus, la variance s'exprime dans l'unité monétaire au carré. Le coefficient β doit donc dépendre de l'unité utilisée, ce qui annonce l'échec de l'homogénéité positive. Enfin, le principe suppose l'existence d'un second moment fini. Il peut être inapplicable ou instable pour des distributions à queue très épaisses. Ce slide met en évidence une difficulté structurelle du principe de la variance. Imaginons qu'un assuré ne couvre qu'une fraction de son risque. La partie correspondant à l'espérance diminue proportionnellement à cette fraction. En revanche, la variance diminue comme le carré de cette fraction. Le chargement se contracte donc beaucoup plus vite que le montant assuré. Cette différence crée une possibilité d'arbitrage. Au lieu de faire assurer le risque total par un seul contrat, l'assuré peut le diviser en plusieurs parts identiques et souscrire séparément chacune de ces parts. La somme des primes ainsi obtenues est inférieure à la prime demandée pour le risque initial. Le montant total du sinistre transféré est pourtant exactement le même. Seule la présentation contractuelle du risque a changé. Lorsque le nombre de parts augmente, le chargement total lié à la variance devient de plus en plus faible. À la limite, il disparaît et la somme des primes converge vers la seule prime pure. Cela signifie qu'en fragmentant suffisamment le risque, l'assuré peut presque éliminer la marge de sécurité de l'assureur. Ce résultat traduit l'absence d'homogénéité positive du principe. Doubler l'exposition ne double pas la prime, la composante liée à la variance a été multipliée par 4. Inversement, diviser l'exposition réduit excessivement le chargement. Cette propriété peut paraître cohérente du point de vue d'un assureur confronté à des coûts de risque croissant plus que proportionnellement avec la taille de l'engagement. Mais elle devient problématique si plusieurs contrats ou plusieurs assureurs peuvent se partager artificiellement une même exposition. Un bon principe de tarification doit donc être examiné non seulement isolément, mais aussi face aux possibilités de découpage, de coassurance et d'arbitrage. Considérons maintenant une réassurance proportionnelle en quote-part. L'assureur conserve une fraction du risque et cède la fraction complémentaire au réassureur. La prime pure se partage exactement dans les mêmes proportions. La somme des coûts moyens supportés par les deux entreprises reste égale au coût moyen du risque initial. La situation est différente pour les chargements calculés à partir de la variance. Lorsque le risque est multiplié par une proportion, sa variance est multipliée par le carré de cette proportion. Le chargement de l'assureur et celui du réassureur sont donc chacun calculés sur une variance réduite.
En les additionnant, on obtient un chargement total strictement inférieur à celui qui aurait été demandé par une entreprise conservant l'intégralité du risque, sauf dans les cas extrêmes où l'une des parties supporte tout le risque. Le principe de la variance valorise donc le partage proportionnel du risque. Le minimum est atteint lorsque le risque est réparti de façon équilibrée, car la somme des carrés des proportions est alors la plus faible. Toutefois, ce gain ne provient pas ici d'une diversification entre risques indépendants. L'assureur et le réassureur restent exposés au même sinistre, simplement dans des proportions différentes. Il résulte surtout du caractère quadratique du chargement. Pour l'assuré, la conclusion dépend de la manière dont la tarification finale est organisée. Si l'assureur répercute la baisse du chargement obtenu grâce à la réassurance, le coût du contrat diminue. S'il conserve au contraire la prime initiale et paie séparément le réassureur, le bénéfice reste dans l'entreprise. Le slide souligne aussi qu'une coassurance directe pourrait produire un résultat comparable. Le principe de la variance peut ainsi influencer non seulement le niveau de prime, mais aussi la structure optimale du partage entre porteurs de risques. Passons à une réassurance non proportionnelle en excédent de sinistre. L'assureur conserve chaque sinistre jusqu'à un seuil appelé priorité. Le réassureur prend en charge la partie qui dépasse ce seuil. Le risque initial est donc décomposé entre une partie plafonnée, supportée par l'assureur, et une partie excédentaire, supportée par le réassureur. Les primes pures des deux parties s'additionnent exactement pour retrouver la prime pure du risque initial. En revanche, la somme de leurs variances est inférieure à la variance totale. La raison est que les deux composantes ne sont pas indépendantes. Lorsqu'un sinistre est inférieur au seuil, la partie excédentaire est nulle. Lorsqu'il dépasse le seuil, la part conservée est fixée au niveau de la priorité, tandis que la part réassurée augmente. La covariance entre ces deux composantes est positive. La variance du sinistre total comprend donc non seulement les variances des deux morceaux, mais aussi un terme de covariance positif. Si chaque intervenant calcule son chargement uniquement à partir de la variance de la part qu'il supporte, ce terme de covariance disparaît du chargement total. La somme des primes de l'assureur et du réassureur devient alors inférieure à la prime calculée directement sur le risque non réassuré. Comme pour la quote-part, l'assuré peut bénéficier de cette diminution si elle est répercutée dans son tarif. Le mécanisme met cependant en lumière une limite du principe. La tarification dépend de la façon dont un même risque est juridiquement ou économiquement décomposé. Deux montages transférant au total le même sinistre peuvent conduire à des primes différentes. Le choix de la priorité de réassurance peut alors être influencé par cette propriété du principe de calcul et pas seulement par la protection réelle recherchée contre les grands sinistres. Le bilan des propriétés du principe de la variance est contrasté. Il satisfait le chargement positif, l'objectivité, l'absence de chargement injustifié pour un risque certain et la translation. Ajouter un montant certain augmente la prime du même montant, car la moyenne augmente tandis que la variance reste inchangée. Le principe est également convexe. Mélanger des expositions ne coûte pas davantage que la moyenne de leurs primes. En revanche, il n'est pas homogène, comme l'a montré le découpage du risque. Cette absence d'homogénéité contribue aussi à l'échec de l'additivité comonotone. La sous-additivité n'est pas garantie. La variance d'une somme comporte un terme de covariance. Lorsque deux risques sont fortement positivement dépendants, ce terme peut rendre la prime agrégée supérieure à la somme des primes individuelles. Pour des risques indépendants, les variances s'additionnent exactement. Le principe ne reconnaît alors aucune économie de diversification, ce qui peut sembler peu réaliste. Une difficulté plus profonde concerne la monotonie. Un risque peut être toujours inférieur à un autre tout en ayant une variance beaucoup plus grande. Avec un coefficient bêta suffisamment élevé, le risque pourtant toujours plus faible peut recevoir la prime la plus élevée. Le principe
ne respecte donc ni la comparaison presque sûre, ni, en général, les dominances stochastiques d'ordre 1 ou 2. C'est une limite importante pour une mesure censée classer la dangerosité des pertes. Il peut aussi dépasser la perte maximale et n'est pas stable par mélange ni itératif, sauf dans le cas trivial, sans chargement. Sa convergence exige en outre un contrôle du second moment. La simple convergence des distributions ne suffit pas à garantir la convergence des variances. En résumé, il mesure efficacement la dispersion, mais cette dispersion ne se confond pas toujours avec le risque économique pertinent pour l'assureur. Le principe de l'écart type conserve la même structure générale. La prime est égale au coût moyen du sinistre augmenté d'un chargement lié à sa dispersion. La différence est que l'on utilise l'écart type, c'est-à-dire la racine carrée de la variance, plutôt que la variance elle-même. Cette modification a plusieurs conséquences. D'abord, l'écart type s'exprime dans la même unité monétaire que le sinistre et que la prime. Le coefficient bêta est donc sans dimension, ce qui facilite son interprétation. Ensuite, lorsque l'exposition est multipliée par un facteur positif, l'espérance et l'écart type sont multipliés par ce même facteur. La prime évolue alors proportionnellement à la taille du risque. Contrairement au principe de la variance, découper un risque en plusieurs fractions identiques ne permet pas de réduire la somme des primes. L'arbitrage présenté précédemment disparaît. Le chargement augmente également moins vite avec la dispersion que dans le principe de la variance. Les observations très éloignées de la moyenne ont donc une influence moins excessive. Le principe reste cependant fondé sur une mesure symétrique. Une forte dispersion vers les faibles sinistres accroît le chargement de la même manière qu'une forte dispersion vers les sinistres élevés. Il ne distingue pas directement le risque défavorable de la variabilité favorable. Enfin, il nécessite toujours l'existence d'un second moment. Pour des risques très lourds, l'écart type peut être infini ou extrêmement instable à estimer. Le principe est donc mieux adapté à des distributions dont la variabilité est bien résumée par les deux premiers moments. Il constitue une amélioration importante en matière d'échelle et de découpage, mais il ne résout pas toutes les limites liées à l'usage d'une mesure globale et symétrique de dispersion. Le principe de l'écart type possède plusieurs propriétés intéressantes. Il applique un chargement positif, ne charge pas un risque certain et respecte la translation. Il est objectif et homogène. Changer d'unité monétaire ou multiplier l'exposition par un facteur multiplie la prime par ce même facteur. Grâce à l'inégalité triangulaire de l'écart type, il est aussi sous-additif. La prime d'un portefeuille ne dépasse donc pas la somme des primes séparées, ce qui reconnaît un bénéfice de diversification. Avec l'homogénéité, cette sous-additivité entraîne aussi la convexité. Il ne satisfait pourtant pas toutes les propriétés attendues. Il n'est pas additif pour les risques comonotones en général. Même lorsque deux pertes évoluent dans le même sens, leurs écarts type et leur covariance ne conduisent pas systématiquement à une addition exacte des primes. Surtout, comme le principe de la variance, il peut violer la monotonie. Un risque toujours inférieur à un autre peut présenter une dispersion assez forte pour recevoir une prime supérieure. Les dominances stochastiques d'ordre 1 et 2 ne sont donc pas respectées en général. Un indicateur de dispersion, même sous-additif, n'est pas automatiquement une mesure cohérente de la dangerosité. Le principe peut aussi produire une prime supérieure au sinistre maximal lorsque le coefficient de chargement est élevé. Il n'est ni itératif ni stable par mélange, sauf sans chargement. Sa continuité requiert un contrôle des seconds moments, car l'écart type n'est pas déterminé par la seule convergence en loi. Au total, ce principe corrige l'effet d'échelle du principe de la variance et valorise mieux la diversification. Mais l'absence de monotonie et le traitement symétrique des écarts restent deux défauts majeurs. Ils motivent l'étude de principes centrés sur la partie défavorable de la distribution, comme le principe néerlandais présenté ensuite,